Et si je vous disais que, en ce moment même, il y a une planète massive qui se cache dans l'obscurité aux confins de notre système solaire, et que nous sommes plus proches que jamais de la découvrir. Un monde 6 fois plus massif que la Terre, tapi dans les ombres cosmiques, attirant silencieusement des roches glacées sur des orbites impossibles. Et la partie la plus folle, c'est que les preuves sont si solides que les scientifiques sont prêts à miser leur carrière dessus. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la chasse à la planète 9 pourrait être l'un des mystères scientifiques les plus excitants de notre vie. Si vous êtes aussi excité que moi par cela, allez-y et cliquez sur le bouton like dès maintenant. Cela aide vraiment à faire connaître cette histoire à plus de gens. Il se passe quelque chose de profondément troublant dans le système solaire extérieur. Les astronomes ont découvert des roches glacées, des objets distants flottant dans le vide froid, qui font quelque chose qu'ils ne devraient absolument pas faire. Ils se déplacent sur des orbites qui n'ont aucun sens. Des orbites qui ne peuvent pas être expliquées par la gravité d'aucune planète que nous connaissons. Et ce ne sont pas juste quelques objets étranges. Nous parlons de dizaines d'entre eux, tous se comportant comme s'ils étaient contrôlés par une main invisible. Maintenant, avant que vous pensiez que c'est juste une spéculation folle, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai parlé directement avec le chercheur principal qui traque cette chose. Son nom est Constantine Batigan, un professeur d'astrophysique planétaire à l'Institut de technologie de Californie. Et il a passé la dernière décennie obsédé par la recherche de la planète 9. Et voici ce qui m'a choqué. Après avoir parlé avec lui, après avoir plongé dans les preuves, je suis sorti de cette conversation genuinement convaincu que la planète 9 est réelle. Pas peut-être réelle, pas possiblement réelle. Réelle. Mais voici où ça devient encore plus intéressant. Nous pourrions la trouver plus tôt que vous ne le pensez. En fait, il y a un tout nouveau télescope qui vient d'entrer en service et il va tout changer. Mais je m'avance. Remontons et parlons de comment nous en sommes arrivés là. Parce que l'histoire de la découverte des planètes dans notre système solaire est honnêtement folle. Tout au long de l'histoire humaine, chaque fois que nous avons inventé un nouvel outil pour regarder le cosmos, nous avons trouvé des planètes. Les 5 planètes brillantes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, sont connues depuis des milliers d'années. Les civilisations anciennes les regardaient se déplacer dans le ciel et les appelaient étoiles errantes. Le mot planète signifie littéralement vagabond en grec. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'étaient vraiment ces lumières, mais ils savaient qu'elles étaient différentes. Vous savez, puis en 1781, tout a changé. William Herschel a pointé un télescope vers le ciel et a remarqué quelque chose d'étrange. Une étoile faible qui se déplaçait entre chaque nuit d'observation. Une nouvelle planète, Uranus. Et voici un fait amusant. Elle a en fait été nommée George au début, en l'honneur du roi George III. Pouvez-vous imaginer? Notre système solaire a presque eu une planète appelée George. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. La recherche de nouvelles planètes s'est complètement arrêtée. Pendant plus de 60 ans, les astronomes ont continué à chercher et n'ont absolument rien trouvé. Certaines personnes pensaient genuinement que nous avions découvert toutes les planètes qu'il y avait à trouver. Le système solaire était complet, fini, terminé. Sauf qu'il y avait un problème. Uranus ne se comportait pas normalement. Elle déviait de son orbite prévue, et personne ne pouvait comprendre pourquoi. Les scientifiques étaient perplexes. Qu'est-ce qui pouvait tirer Uranus hors de sa trajectoire? Et puis quelqu'un a eu une idée brillante. Et s'il y avait une planète massive là-bas que nous n'avions pas encore vue? Une planète si éloignée et si faible qu'elle avait échappé à notre détection, mais dont la gravité était assez forte pour tirer sur Uranus. André Urban Leyer, un mathématicien qui a pris cette idée et l'a développée. Il s'est assis et a fait les calculs. Il a déterminé exactement quelle taille une telle planète devrait avoir et, plus important encore, exactement où la chercher. Les astronomes ont pointé leur télescope sur l'endroit prévu et elle était là. Neptune, à seulement 1 degré des calculs de Leyer. C'était l'un des plus grands accomplissements de l'histoire de l'astronomie. Ils ont prédit une planète en n'utilisant rien d'autre que les maths et la gravité. Et puis ils l'ont trouvée exactement où ils avaient dit qu'elle serait. Soudain, tout le monde voulait le refaire. Au début des années 1900, les astronomes ont remarqué ce qui ressemblait à une oscillation dans l'orbite de Neptune. Y avait-il encore une autre planète encore plus loin?
Ils ont cherché, et finalement, ils ont trouvé Pluton, un petit monde glacé aux confins du système solaire connu. Pluton est devenu la 9e planète, et pendant des décennies, c'est comme ça que nous l'avons appris à l'école. Mais ensuite, les années 2000 sont arrivées, et des télescopes de relevés massifs ont commencé à trouver des centaines de nouveaux objets au-delà de Neptune. Certains d'entre eux étaient même plus grands que Pluton lui-même. Cette région est devenue connue sous le nom de ceinture de Kuiper, un champ de roches glacées et de planètes naines. Et en 2006, Pluton a été officiellement rétrogradé. Le système solaire avait à nouveau seulement 8 planètes. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. 8 planètes, un système solaire complet. Où est-ce le cas? Parce que voici la chose. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe là-bas dans la ceinture de Kuiper. Quelque chose qui laisse entendre l'existence d'une 9e planète massive. Et cette fois, les preuves sont différentes, plus fortes, plus convaincantes que tout ce que nous avons vu auparavant. En 2014, les astronomes étudiaient les objets les plus distants dans la ceinture de Kuiper quand ils ont remarqué quelque chose d'absolument bizarre. Ces objets, ceux les plus éloignés du Soleil, semblaient être regroupés ensemble de cette façon étrange. Leurs orbites pointaient toutes dans la même direction, comme si quelque chose les tirait vers l'extérieur. Et ce genre d'alignement ne se produit pas par hasard. Les chances que cela arrive aléatoirement sont astronomiquement faibles. 2 ans plus tard, Konstantin Batygin et Mike Brown à Caltech ont pris cette observation et ont décidé de déterminer ce qui pouvait la causer. Ils ont lancé des simulations informatiques modélisant tout le système solaire extérieur, essayant de reproduire ce qu'ils voyaient, et ils ont trouvé quelque chose de choquant. La seule façon d'expliquer ces orbites regroupées était d'ajouter une planète massive à la simulation, une planète extrêmement éloignée sur une orbite excentrique et inclinée. Et voici ce qui m'a époustouflé. Quand ils ont ajouté cette planète à la simulation, tout s'est mis en place. Les objets regroupés restaient regroupés exactement comme observés, et ils restaient stables pendant des milliards d'années. Ce n'était pas une anomalie temporaire, c'était une empreinte gravitationnelle à long terme. Alors, à quoi ressemble cette planète? Selon leur simulation, elle est massive, environ 6 fois la masse de la Terre. Cela en fait soit une super-Terre, soit une mini-Neptune. Elle serait environ 2 à 3 fois plus grande que notre planète, probablement un monde rocheux et glacé couvert de gaz gelé. Et écoutez ça, alors que nous avons étudié les exoplanètes autour d'autres étoiles dans la Voie lactée, nous avons découvert que cette taille de planète est en fait le type le plus courant dans tout l'univers. Mais nous n'en avons pas dans notre système solaire. Du moins pas une que nous ayons confirmée encore. L'orbite est ce qui me frappe vraiment, cependant. Cette chose s'éloigne jusqu'à environ 400 fois plus loin du Soleil que la Terre à son point le plus distant. Pour mettre ça en perspective, il faudrait à cette planète 10 à 15 000 ans pour compléter une seule orbite autour du Soleil. Une année sur la planète 9 dure 15 millénaires, et son orbite n'est pas seulement distante. Elle est inclinée à un angle prononcé par rapport au reste des planètes du système solaire. Et maintenant, vous pourriez penser, ok, donc certains objets sont regroupés. C'est intéressant, mais est-ce vraiment suffisant pour affirmer qu'il y a une planète entière là-bas? Et c'est une question juste. Mais voici où ça devient encore plus convaincant. Les preuves ne s'arrêtent pas au regroupement. Ok, il y a ces choses appelées objets détachés. Ce sont des mondes glacés qui orbitent si loin qu'ils ne s'approchent jamais de Neptune. Neptune agit comme un garde de sécurité gravitationnelle dans le système solaire extérieur. Tout petit objet qui s'approche de lui est soit capturé, soit éjecté vers l'extérieur. Mais ces objets détachés, ils ne s'approchent jamais assez de Neptune pour être affectés par sa gravité. Et il y en a un appelé Sedna, une planète naine sur une orbite incroyablement distante. Elle ne s'approche jamais de Neptune. Et c'est le mystère. Comment a-t-elle été poussée là-bas en premier lieu? Si la gravité de Neptune ne l'a pas fait et qu'aucune autre planète connue n'aurait pu le faire, alors qu'est-ce qui l'a fait? Entrer la planète 9. Sur des millions d'années, la gravité de la planète 9 nudgerait doucement ces objets, les poussant lentement de plus en plus loin des géantes gazeuses jusqu'à ce qu'ils soient complètement détachés de l'influence de Neptune. Et ce n'est pas juste Sedna. Il y a 4 objets détachés confirmés, et chaque orbite d'entre eux est parfaitement expliquée par l'existence de la planète 9. Mais attendez, il y a plus. La planète 9 ne fait pas que regrouper et détacher des objets. Elle les agite aussi de façon folle.
Il y a des objets là-bas qui orbitent le Soleil à des angles extrêmement élevés, complètement décentrés par rapport au reste du système solaire. Certains orbitent même à l'envers, se déplaçant dans la mauvaise direction autour du Soleil. Avant la planète 9, il n'y avait pas de bonne explication pour comment ces objets ont fini sur de telles orbites bizarres, n'est-ce pas? Mais quand vous lancez les simulations avec la planète 9 incluse, elle agit comme un berger gravitationnel, n'est-ce pas? Sur des millions d'années, elle tire doucement sur ces objets, inclinant progressivement leurs orbites jusqu'à ce qu'ils se déplacent dans ces configurations extrêmes. C'est comme regarder une danse cosmique chorégraphiée par des forces invisibles. Et voici quelque chose dont je n'ai vu parler nulle part ailleurs sur YouTube. Constantine m'a parlé d'une toute nouvelle prédiction qui est sortie de ces simulations. Si la planète 9 existe vraiment, et si ce processus de sculpture gravitationnelle se produit depuis des milliards d'années, alors il devrait encore se produire en ce moment. Il devrait y avoir un flux continu d'objets, une rivière de matériaux glacés canalisée vers l'intérieur depuis le système solaire extérieur vers la région entre Jupiter et Neptune. Et pensez-y comme ça. La planète 9 et Neptune jouent à un jeu de catch cosmique. La gravité de la planète 9 attrape des objets de loin dans le nuage d'Oort et les envoie vers l'intérieur, passant Neptune. Neptune essaie de les renvoyer dehors, mais la planète 9 continue de réapprovisionner le stock. Sans la planète 9, cette région devrait être presque vide. Ces objets resteraient au-delà de Neptune ou seraient rapidement éjectés. Et donc, voici la prédiction. Si la planète 9 existe, environ 3% des objets au-delà de Neptune devraient être sur des trajectoires qui croisent l'orbite de Neptune. Si la planète 9 n'existe pas, seulement environ 0,5% croiseraient l'orbite. C'est une prédiction testable. Nous pouvons aller regarder. Et devinez quoi? Ils ont trouvé 29 de ces objets jusqu'à présent. Quand ils ont comparé les orbites réelles aux simulations, en corrigeant tous les biais dans les relevés télescopiques, le résultat était stupéfiant. Les orbites réelles correspondaient presque parfaitement à la simulation avec la planète 9. Le système solaire sans planète 9 a été rejeté à 5 sigma. Ouais. Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec la terminologie scientifique, laissez-moi expliquer ce que signifie 5 sigma. C'est Ji-Ben-Chang, le standard d'or pour la confirmation en sciences. Quand quelque chose est mesuré à 5 sigma, cela signifie qu'il y a environ une chance sur 3,5 millions que le résultat soit juste un hasard. Ils disent essentiellement que ce résultat exclut la possibilité que la planète 9 n'existe pas. Mais attendez, ils n'ont que 29 objets, et seulement environ la moitié d'entre eux ont des orbites vraiment bien définies. Ces choses sont incroyablement faibles et difficiles à observer. Donc, bien que 5 sigma semble définitif, nous avons besoin de plus de données. Et croyez-moi, ces données arrivent très bientôt. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Si nous connaissons l'orbite et la taille assez bien pour faire toutes ces prédictions, pourquoi ce télescope est littéralement le rêve d'un chasseur de planètes? C'est comme avoir la caméra de sécurité la plus sensible au monde qui scanne constamment le ciel à la recherche de l'insaisissable planète 9. Personnellement, je pense que Ruben va la trouver. C'est mon pari, mais disons qu'il ne le fait pas. Quelles sont les autres explications possibles? L'argument principal contre la planète 9 a toujours été le biais observationnel. Peut-être que ces anomalies orbitales n'existent pas vraiment. Peut-être que nous nous sommes trompés en ne regardant que dans certaines zones du ciel. Peut-être que les objets regroupés ne sont qu'un instantané d'une distribution vraiment aléatoire. Et nous avons vu des motifs là où il n'y en a pas. Et si c'est le cas, Ruben comblera les lacunes. Il couvrira tout le ciel de manière uniforme, éliminant tout biais. Une autre explication est que la migration passée de Neptune pourrait expliquer ses orbites. Il y a 4 milliards d'années, Neptune s'est déplacée vers l'extérieur à travers le système solaire et elle pourrait avoir capturé certains de ces objets dans le processus, créant les motifs que nous voyons aujourd'hui. Mais il y a eu des idées folles aussi. Certaines personnes ont proposé que ce ne soit pas une planète du tout. Et si c'était un trou noir primordial, il aurait la même masse que notre planète prédite, mais son horizon des événements ne ferait que quelques centimètres de diamètre. Basiquement impossible. Cela résoudrait le problème du pourquoi ne l'avons-nous pas vu encore, mais c'est incroyablement spéculatif. Ceux qui croient en la planète 9 et ceux qui pensent que c'est juste un biais observationnel. Mais voici la chose. Si vous croyez aux données, si vous prenez les observations au sérieux et ne les rejetez pas comme un hasard statistique, la planète 9 est la conclusion naturelle. Elle explique tout. Le regroupement,
les objets détachés, les orbites à haute inclinaison, les objets croisant Neptune, tout. Et peu importe dans quel camp vous êtes, Vera Rubin va révéler la vérité bientôt. Si la planète 9 est là-bas, nous allons la trouver. Et si elle n'y est pas, nous fermerons enfin le livre sur ce mystère, vous savez. Mais supposons un instant qu'elle existe. S'il y a une planète massive tout là-bas dans l'obscurité obscure, comment y est-elle arrivée? La théorie principale est fascinante. La planète 9 était probablement au premier stade de formation d'un géant de glace comme Neptune ou Uranus avant que quelque chose n'aille horriblement mal. Elle a été éjectée du système solaire primitif, envoyée voler vers les confins froids où elle erre depuis. Cela ferait de la planète 9 le noyau rejeté d'un géant de glace qui n'a jamais pu finir de se former. Un embryon planétaire chassé de la famille, orbitant maintenant seul dans l'obscurité. Elle ne s'est pas formée là-bas. Il n'y a tout simplement pas moyen que le disque de matériaux du système solaire ait pu atteindre aussi loin. Un tel disque aurait été gravitationnellement instable et se serait effondré. Si elle n'a pas été éjectée, alors la seule autre possibilité réelle est encore plus folle. Et si la planète 9 était une planète rogue capturée d'une autre étoile? Le Soleil est né dans un amas d'étoiles et pendant des passages proches, nous pourrions avoir échangé des planètes avec des systèmes voisins avant de nous séparer. Imaginez ça. Une planète qui appartenait autrefois à une étoile complètement différente orbitant maintenant notre Soleil. Et voici la question finale que j'ai dû poser à Constantine. Si nous trouvons la planète 9, comment devrions-nous la nommer? Puisque toutes les planètes sont nommées d'après des figures mythologiques, grecques ou romaines, ce sera à l'Union astronomique internationale et aux découvreurs de choisir finalement un nom. Certaines options qui ne sont pas prises incluent Pekanani, Manurva, Océanis ou même Vulcan. Mais honnêtement, j'aime un peu l'idée de Constantine. Il a suggéré de la nommer Bowie, d'après David Bowie. Je veux dire, comment cela serait-il parfait? Une planète mystérieuse se cachant dans l'espace, nommée d'après l'ultime bizarrerie spatiale. Que ce soit Bowie ou Pefanani, je pense genuinement que nous allons trouver la planète 9 dans les prochaines années. Et quand nous le ferons, nous aurons enfin complété notre famille du système solaire. Une famille qui inclut un monde glacé distant qui s'est caché dans les ombres tout ce temps, attendant que nous le découvrions. Et honnêtement, j'ai hâte.